Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on est le 30 août et c'est l'occasion pour se poser tranquillement et répondre à toutes vos questions. Vous avez été très nombreux à m'en poser, merci en tout cas pour cette mobilisation. Maintenant je vais essayer d'y répondre le plus efficacement possible et pour cela on a trié vos questions en 4 catégories. Premièrement, comment et pourquoi la chaîne arrive à subsister, le marché du camping-car qui part un petit peu en sucette, le futur concernant l'énergie qui va animer nos camping-cars et puis enfin vos questions plus spécifiques. Avant de continuer, vous allez voir que mon regard est un peu spécial parce qu'en fait, il se trouve que je lis un prompteur, ce qui fait que on avait tellement de textes, de réponses à donner que j'ai préféré écrire mes réponses pour avoir quelque chose d'efficace. Vous avez compris que dans nos vidéos, j'aime bien faire des choses courtement, efficacement, ce qui fait que j'ai tout écrit pour avoir quelque chose de carré, de bien. Mais du coup, pour pas passer 30 ans à tourner cette vidéo réponse, eh bien, je lis mon prompteur comme à la télévision. Voilà. On commence avec le contexte de cette chaîne YouTube. Arnaud qui nous demande si je suis employé par Univers pour leur communication digitale ou bien si j'ai un travail à côté. Robert qui nous demande, qui me trouve sympa, alors ça c'est cool, hein, c'est très sympathique. Par contre j'ai tendance à parler trop vite et à survoler les sujets, on va en venir. Est-ce que je vis de YouTube ou est-ce que j'ai un taf dans le monde du camping-car? Et puis Mickaël qui nous demande, vous avez presque 5000 abonnés, avez-vous prévu d'habiter Dubaï bientôt? Alors Dubaï, je ne pense pas parce que je suis plus fan des pays froids que des pays chauds. Après bon, si tu me payes le séjour, c'est quand tu veux. Bon alors, pour être clair, jusqu'en septembre 2021, j'étais vendeur de camping-car sur la concession de Univers Niort Mendes, ici même. Étant de plus en plus attiré par la vidéo au sens large, et puis voyant la quantité de sujets qu'il y aurait à traiter dans le camping-car, j'ai fait part au groupe de mon idée, créer une chaîne YouTube spécialisée dans le camping-car pour découvrir des modèles, des sujets techniques, et puis tout présenter à ma façon. Le groupe a été partant dans ce sens, mais ils m'ont proposé d'aller un petit peu plus loin et de carrément m'embaucher pour aussi réaliser des vidéos pour leurs besoins à eux. Du coup, on a créé un poste à plein temps sur lequel je réalise des vidéos pour Univers, les besoins internes, etc. Ce qui me permet de tourner sur l'ensemble des concessions du groupe. J'en profite alors pour alimenter la chaîne des coulisses du loisir. On fait d'une pierre deux coups. Par contre, j'ai été très clair avec eux. Je transmets mon expérience, mes connaissances acquises lorsque j'étais vendeur. En revanche, je dis ce que je veux et comme je veux. Si un concept ne me plaît pas, si je trouve un produit cher ou si j'ai du mal avec l'esthétique, alors je le dirai. Je ne suis donc plus vendeur, je suis officiellement vidéaste pour les besoins du groupe et puis youtubeur pour votre plaisir à vous. Maintenant pour le contenu des vidéos, il faut savoir que la façon dont on les réalise demande beaucoup de temps, d'écriture, de tournage et de montage, soit en moyenne 14 heures de travail par vidéo. J'aime bien le côté journalistique de la forme, présenter les grandes lignes, les concepts, et puis quand je peux, détailler ce qui retient mon attention. Mais je suis d'accord avec certains commentaires que vous me faites dans les vidéos, je parle facilement vite, trop vite, et ça fait partie des points que je m'efforce d'améliorer. Et pour terminer sur le sujet, mon plaisir principal, c'est d'attirer, de divertir, d'apprendre des choses aux gens. Le monde du camping-car regorge de contenu intéressant, et c'est un prétexte pour faire des vidéos. Mais effectivement, quand on réalise la vidéo d'un modèle, on introduit les grandes lignes sans systématiquement s'attarder sur tous les détails, parce que ça prend du temps. Et puis comme je l'ai dit, mon plaisir n'est pas de vendre le modèle, mais d'en faire une vidéo intéressante et agréable pour un large public. D'ailleurs, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez à travers l'adresse email suivante, coulissesduloisir@gmail.com. Passons maintenant au sujet suivant, le marché du camping-car. Emmanuel nous dit, est-ce que le marché va continuer à augmenter dans les prix ou est-ce que ça va revenir à des choses plus abordables? Didier, est-ce que les prix des véhicules vont continuer à augmenter? Même chose, voilà. Est-ce que le Covid a un effet là-dessus? Est-ce que la guerre en Ukraine? Ouais, tout ça. Hein. Et puis Pascal, est-ce que quand il y a un haut, il y a toujours un bas? Est-ce que 2024 pourrait jouer des mauvais tours avec beaucoup moins de ventes sur le marché d'occasion saturé? Excellente question, c'est parti. Alors c'est un cas classique, de façon générale, le marché mondial évolue sous forme d'une vague qui monte et qui descend. Les périodes de déflation précèdent les périodes d'inflation, etc. La difficulté est souvent lorsque la tendance s'inverse ou s'accélère. En 2008, c'était la crise financière et aujourd'hui, on cumule pas mal, beaucoup trop d'événements qui perturbent profondément notre système. Le Covid a tout arrêté et ensuite la reprise a explosé, surtout pour le VDL qui s'est trouvé pris de court. Comme beaucoup d'autres industries, ça tient quelque temps grâce au stock disponible, mais à un moment donné, la pénurie peut sévir. Tous les médias en ont parlé, la pénurie des semi-conducteurs qui équipent quasiment tout ce qui nous entoure. Les producteurs de ces éléments ont donc dû faire des choix de priorité en fournissant d'abord leur plus gros marché, l'informatique, et de fournir ensuite un autre marché plus petit, celui du transport. Et comme par magie, cette industrie a une inertie énorme, si bien qu'elle a tenu quasiment 2 ans avant de montrer des vrais problèmes. On parle du transport, c'est large, le camping-car est une toute petite niche qui passe fatalement en dernier.
Ça c'est pour la crise de Covid. Ensuite, la guerre en Ukraine, là je suis un peu moins calé, car ce n'est pas de l'ordre industriel, sauf pour quelques éléments propres au pays impliqués, comme l'énergie ou les céréales, mais donc plutôt économique. C'est un peu comme si vous vouliez acheter un camping-car, mais que vous voyez que la situation se dégrade autour de vous. Peut-être que vous allez préférer attendre que tout aille mieux avant d'investir. À l'échelle mondiale, c'est un peu ça. Les acteurs économiques sont moins confiants, ils investissent moins. Cela fait chuter notamment la valeur de l'euro. Donc automatiquement, tout ce qui est importé coûte désormais plus cher. Là, j'ai expliqué de façon très simplifiée le phénomène, mais voilà, on est dans une phase d'inflation. Évidemment, certains vont en tirer profit pendant que d'autres y perdent beaucoup. Et puis pour les vendeurs de camping-cars aujourd'hui, vu les prix, ils ont perdu toute une catégorie de clientèle, les moins aisés, qui vont se rabattre sur de l'occasion, voire même de laisser définitivement tomber leur projet. Donc il n'y a pas forcément de complot ou d'avantage absolu pour le camping-car. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas tout. Les retards de livraison en font grogner plus d'un. J'ai encore quelques clients qui attendent le camping-car qu'ils m'ont commandé à l'époque où j'étais encore vendeur. La livraison a été retardée très fortement. Dans le meilleur des cas, ils prennent leur mal en patience, mais la frustration est présente. Et dans le pire des cas, ils annulent la commande. Ensuite, si les parcs de camping-cars vous paraissent bien fournis en ce moment, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, toutes les livraisons qui étaient prévues sur mars-avril arrivent seulement maintenant. Et ensuite, certains véhicules qui sont vendus ne sont pas forcément retirés de suite du parc pour garder un peu de volume et éviter les trous. Et puis enfin, certains modèles se vendent plus facilement que d'autres. On le voit dans nos vidéos, des concepts qui s'adressent à une clientèle aux besoins spécifiques. Ceux-là ont typiquement plus de temps à passer sur le parc avant de trouver preneur. Une question de Zegitou. Penses-tu que la caravane va reprendre un marché plus important dans les prochaines années? Je suis entrepreneur dans le secteur et sonde régulièrement tout type de personnes. Ton avis m'intéresse, merci. Effectivement, comme évoqué juste avant, ceux qui ont le moins de moyens sont ceux qui remettent en question leur projet de camping-car. Et à cause de ça, la caravane devient une belle alternative, moins chère, et qui propose finalement pas mal d'avantages en termes d'usage. On en fera d'ailleurs une vidéo. On passe au sujet suivant sur l'énergie. Vous êtes aussi quelques-uns à vous poser des questions sur l'avenir et notamment les différentes technologies qui pourraient remplacer le moteur diesel, choix unique à l'heure actuelle pour le camping-car. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut inquiéter le camping-car? Sachant qu'en 2035, la vente d'automobiles neuves thermiques sera proscrite. Le camping-car n'est pas directement dans la catégorie automobile, c'est un véhicule de loisir au même titre qu'un bateau à moteur. En parallèle, la majorité des fabricants et les groupes de camping-cars sont implantés en Europe. Autant vous dire que le lobby est relativement puissant et qu'il saura défendre ses intérêts autant que possible. Le camping-car roule aussi peu, moins de 8000 km par an, et il a été démontré qu'un touriste en camping-car pollue au final moins que celui qui enchaîne les hôtels. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je l'avoue, et je sais ce que c'est. Et c'est pareil pour les fabricants de fourgons, les utilitaires. Eux aussi ont, je crois, pas mal de pouvoir. On peut donc s'attendre, a priori, à des catégories de véhicules qui pourraient encore rouler au diesel en 2035. Rien n'est affirmé, mais je l'imagine. Voilà. Ensuite, on va regarder les alternatives qui pourraient effectivement arriver. Premièrement, la motorisation électrique. Pourquoi pas? On en fera d'ailleurs une vidéo dédiée, je pense. Mais aujourd'hui, j'y vois plusieurs contraintes. Le surcoût, une batterie adaptée pour une autonomie raisonnable, c'est entre 15 000 et 30 000 euros supplémentaires. Déjà que le camping-car coûte assez cher, là c'est carrément pas pour tout le monde. Et puis ensuite, le poids, pareil, on fait facilement prendre entre 300 et 500 kg rien que pour les batteries. Aujourd'hui les camping-cars sont déjà très lourds, impossible avec le permis B actuel, sans changement ou adaptation de la loi. Après la technologie est déjà sur le marché, le Fiat Ducato existe en électrique, mais il faudra encore attendre quelques années avant de la voir arriver sur des camping-cars. Ensuite, il y a des solutions hybrides qui pourraient apparaître bien plus facilement qu'on l'imagine. La batterie serait moins chère et moins lourde, mais à mon avis, le problème ne changerait pas. En camping-car, on dépasserait forcément les 3,5 tonnes. Ford a aussi commencé depuis quelques temps à communiquer sur son Ford Transit Custom qui fonctionne à l'éthanol. L'éthanol étant 2 fois moins cher à la pompe, ça peut être intéressant. Cela dit, encore une fois, pour les camping-cars, le carburant diesel reste le meilleur selon moi. Pour un usage long, régulier, en voyage quoi, il est aussi plus adapté pour les lourdes charges. Et le camping-car, dois-je le rappeler, c'est lourd. Il y a aussi l'hydrogène, mais franchement, patientez et on en fera une vidéo dédiée plus complète. On arrive maintenant à vos questions plus diverses, c'est parti. Question de Jean-Pierre, pourquoi la marque Elnag n'est plus distribuée en France? Alors Elnag, comme certainement d'autres fabricants qui suivent une stratégie de commercialisation bien précise, si elle était à l'époque distribuée en France par quelques concessions, elle peut avoir décidé de changer. Visiblement, elle ne se porte pas sur les gros marchés, puisqu'elle n'est pas non plus présente en Allemagne. Une histoire de coûts, de fournitures, de taxes, ça par contre, j'en sais rien.
Une autre question de Bonpierre. Pourrais-tu faire le point sur la législation actuelle du stationnement au Portugal? Ah oui. Alors bonjour Bonpierre. Si j'ai bien compris, le pays a voté une loi qui interdit aux camping-cars de se garer en dehors des aires prévues à cet effet. Il y a quelques rebondissements, mais dès lors qu'il y a loi, je ne veux pas dire de bêtises, donc ça veut dire travail d'écriture approfondi, sujet de vidéo dédié, je le mets ici. Une question de Thierry. Bonjour, peut-on adapter une XP15 muni d'un RAF? Ok. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la XP15 est l'aile d'un ULM pendulaire, l'Eurotax c'est le moteur, et puis Thierry qui pose la question, c'est le pilote de cette machine que je connais personnellement. Autant vous dire que je doute fortement de la pertinence de cette question. Ensuite, question de Cédric. Bonjour, j'aimerais changer mon antenne sur le camping-car, laquelle me conseillerais-tu pour sa performance? Ah, bonjour Cédric, les antennes, les télés, c'est un joli sujet technique qui mérite plus qu'une simple réponse, donc je le mets sur la liste. Question de Patrick, pouvez-vous nous parler de la consommation importante d'AdiBlue sur Fiat Ducato et des pannes dues à cet additif? Alors c'est intéressant, l'AdiBlue, il faut savoir que c'est un liquide qui a la même composition chimique que l'urine de cochon, voilà c'est gratuit. Il est injecté dans le système d'échappement du véhicule et transforme par réaction chimique l'oxyde d'azote, qui est très polluant, en azote. Cela donc réduit sensiblement la pollution. Après, quand il n'y a plus d'AdiBlue dans le réservoir, le système de bord va empêcher le redémarrage du moteur, ce qui peut être forcément problématique. Un voyant nous prévient avant ce phénomène pour refaire le plein à temps. Cela dit, en camping-car, plus qu'ailleurs, la consommation d'AdiBlue a été révélée plus forte en raison du poids à tirer en permanence. Des défauts de capteurs catalytiques sont souvent mis en cause. Un simple diagnostic chez un garagiste peut le déceler. Ensuite, le sujet reste assez flou, donc gardez en tête que plus vous appuyez sur le champignon, et plus vous allez consommer d'AdiBlue. Alors, question de... Bonjour David, je voudrais savoir comment on démonte une vitre de rétroviseur type bus pour réparer l'antenne radio. Alors, il existe plusieurs de rétroviseurs type bus. Dans tous les cas, le plus sûr est de se rapprocher d'un technicien. Là, franchement, je ne saurais pas m'avancer. Parce qu'en fait, vous êtes c'est assez fréquent dans les commentaires des vidéos, vous me posez des questions bien ciblées. Franchement, même un technicien vous dirait, avancez avec votre camping-car, il faut voir, parce que ça dépend de quand même pas mal de critères. Une même marque peut changer de système de clipsage, de vissage des coques de rétroviseur ou quoi. Donc franchement, c'est pas quelque chose dont je suis compétent et encore moins à distance sur internet, quoi. Donc désolé si je réponds pas toujours à ce genre de questions, mais franchement voilà, c'est pas dans mes compétences. Question de Christian. Bonjour David, c'est toujours moi. Je voudrais savoir les avantages et inconvénients de la pile EFOY. Ah, intéressant. La pile EFOY permet d'obtenir un courant électrique par réaction chimique de l'éthanol. Son avantage, c'est que c'est silencieux. Après, l'inconvénient, c'est que c'est assez fragile et que beaucoup de concessions de camping-car ne veulent pas trop y toucher. C'est un constat que j'ai fait, à voir aussi dans notre vidéo sur les sources d'énergie en camping-car. En tout cas, personnellement, je n'ai pas suffisamment de retours pour en donner mon avis. C'est un petit peu flou là aussi. Je suis désolé. Ensuite, une question de Michel qui veut avoir un éclaircissement sur les garanties porteurs et cellules. Et aussi une question sur le kit altitude. Ok. Alors c'est pas très compliqué pour un véhicule neuf, la garantie fabricant c'est 2 ans la cellule et 2 ans le porteur. Au-delà, il y a la garantie de la concession pour un véhicule d'occasion par exemple, et aussi l'extension de garantie qui peut se souscrire à travers les différentes solutions de financement. Voilà, ça c'est ce qui peut garantir le véhicule. Ensuite, le kit altitude concerne les chauffages qui fonctionnent au gasoil. Avec l'altitude, la pression atmosphérique va diminuer et le mélange air-gasoil devient alors trop riche, ce qui finit par encrasser le système et il peut tomber en panne. Du coup, le kit altitude corrige la richesse du mélange en fonction de l'altitude et de façon à garantir le fonctionnement du chauffage, quelle que soit votre condition, la plaine ou la montagne. Ces systèmes peuvent avoir une limite qui est indiquée sur l'emballage par le fabricant, maximum 3000 mètres par exemple. C'est ce que tu as dû voir, Michel. Une question de Sacha, peut-on avoir un reportage complet sur le camping-car, sa naissance, ce développement et son engouement que l'on connaît actuellement? Ah, très intéressant. Bonjour Sacha, excellente proposition. Je le note ici et on en fera une vidéo. Ensuite, Sylvie nous demande si on peut filmer des camping-cars hors normes et aussi quelle est la différence de qualité entre les porteurs. Bonjour Sylvie, pour faire mes vidéos, j'ai à ma disposition 15 concessions, le groupe Univers quoi. Alors évidemment, si un véhicule original passe par là, je sauterai dessus. Sauf si l'un d'entre vous me propose de filmer son camping-car original, alors je prends ce qui vient. Ensuite, pour le rapport qualité-prix des porteurs, Fiat, Ford, Citroën, j'ai envie de dire, ils sont tous bons selon l'usage qu'on peut en avoir. Si on a un gros rouleur, il vaut peut-être mieux mettre le billet sur la table et partir sur un Fiat ou même un Mercedes. En revanche, si c'est juste pour des petites virées, des petites vacances occasionnelles, un Citroën peut très bien faire le job.
À voir également dans notre vidéo sur les porteurs de camping-car. Question maintenant de Daniel, laver le camping-car avec ou sans Karcher? Bonjour Daniel. Deux précautions à prendre concernant le lavage. Tous les orifices, éviter d'y faire rentrer l'eau, ça c'est déjà bien. Ensuite, partout où il y a des joints d'assemblage, d'étanchéité, c'est-à-dire un peu partout, éviter les jets à haute pression, parce que ça peut les décoller. Après, pour les surfaces, il n'y a pas de problème, mais pour le reste, éponge, brosse et un jet d'eau simple. J'en parle notamment dans notre vidéo sur l'entretien du camping-car. Question maintenant de Damien qui nous demande de lister l'ensemble des vannes aménagées pour 4 personnes. Bonjour Damien, alors ta question est pertinente mais un peu difficile à réaliser parce que les vannes aménagées sont très répandues. Il y a une montagne de préparateurs et d'aménageurs plus ou moins connus qui font des propositions variées. Il faut se dire que tout véhicule est aménageable, même une Twingo. Donc il existe effectivement des grandes marques qui utilisent le Volkswagen, le Trafic ou le Custom. Après les autres porteurs ont eux aussi des aménageurs. Il y a aussi l'aménagement sur mesure qui pourrait peut-être répondre à ta recherche. Et dans ce cas-là, là aussi on a fait une vidéo sur l'aménagement. Alors, question suivante, Frédéric et Sylvie s'interrogent sur le remplacement d'une batterie normale par une batterie au lithium. Ok. Alors attention, changer de batterie pour des lithium, c'est possible en soi, mais il faut s'assurer que le système de charge soit adapté, que les câblages puissent faire passer la puissance attendue, et que l'ensemble du circuit soit optimisé pour exploiter au mieux les ressources proposées par la technologie du lithium. Parce qu'un simple remplacement de la batterie va la détériorer prématurément, et au prix que ça coûte, bref, à voir dans notre vidéo sur les batteries en camping-car. Question de Sacha, bonjour David, pourquoi ne te présentes-tu pas des camping-cars poids lourds de luxe? Bonjour Sacha, alors moi je n'attends que ça. Comme on l'a évoqué au début de la vidéo, le contexte économique est un petit peu incertain, et un véhicule poids lourd haut de gamme n'est pas forcément facile à vendre, du coup il n'y en a pas beaucoup, ça ne court pas les concessions, mais rassure-toi, si un tel modèle se présente, je sauterai sur l'occasion. Question maintenant de Cédric, peut-on mettre un MPPT de 20 A avec un panneau solaire de 400 watts en 24 volts? Bonjour Cédric. Alors en physique, la règle est simple, la puissance en watts est égale à la tension en volts multipliée par l'intensité en ampères. Donc ici, intensité est égale à la puissance divisée par la tension, soit 16,6 ampères pour ton cas. Du coup, un MPPT de 20 A c'est un peu juste, il vaut mieux partir sur une version supérieure, 30 ampères pour être tranquille. Alors vous voyez, quand j'ai la réponse, je la donne, mais c'est pas toujours le cas. Question maintenant de Pascal. Un véhicule à l'arrêt pendant les longues périodes risque-t-il plus de problématiques mécaniques que d'autres? Dans ma situation, un Fiat Ducato 2021 acheté neuf avec 8000 km à ce jour. Ouais. Alors bonjour Pascal, dans ton cas, il n'y a rien d'extraordinaire, tu es pile dans la moyenne, 8000 km par an, on l'a vu tout à l'heure. Après pour résumer, rien n'est alarmant, mais quelques petites précautions peuvent être conseillées. J'en parle notamment dans notre vidéo sur l'hivernage du camping-car, et puis aussi notre vidéo sur la remise en route. En tout cas, ça peut être utile. Alors, question suivante, Michael, avez-vous prévu de faire des vidéos chez des fabricants de cellules sur mesure? Bonjour Michael, mon terrain de jeu est pour le moment celui des concessions Univers qui restent des généralistes. Ensuite, des cellules sur mesure, j'en ai déjà perçu comme ça, mais du genre qui s'adapte sur un pick-up, c'est très stylé. Je ne pense pas pourtant en avoir l'occasion d'en faire des vidéos, sauf peut-être si un des fabricants concernés m'invite, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Une question maintenant de Pascal qui se demande si on peut faire retirer le lit pavillon de son camping-car puisqu'il ne sert pas. Bonjour Pascal, retirer un lit pavillon c'est une opération qu'on m'a souvent demandé et la réponse a toujours été négative, non pas que ce soit impossible mécaniquement, mais juste que personne n'a envie de le faire. Si tu demandes au fabricant, au concessionnaire ou même à un technicien indépendant, la plupart du temps ce sera non, parce que les différentes garanties déjà risquent de sauter, et sans parler de l'homologation du véhicule, oui ça peut se faire modifier, mais c'est une opération à la fois longue et coûteuse. Sans parler du fait qu'à la revente, le véhicule va quasiment perdre toute sa valeur, donc pour ces raisons, peu de gens le font. Alors ensuite, Greg s'interroge à son tour sur l'utilité des renforts de suspension Sumo sur son Camper-Eve qui a priori serait déjà doté de suspension pneumatique. Ah oui. Alors bonjour Greg, si ton Camper-Eve est déjà équipé de suspension pneumatique, les Sumo n'apporteront rien. C'est juste des tampons. Après les suspensions pneumatiques c'est beaucoup mieux. Du coup, à voir là aussi dans notre vidéo dédiée aux suspensions pneumatiques. En tout cas, c'est ce que je comprends. Si ton véhicule est déjà équipé de suspension pneumatique, en fait, en général, ceux qui ne veulent pas installer de suspension pneumatique parce que ça coûte trop cher, ils vont se contenter des Sumo qui sont effectivement beaucoup plus abordables. Mais dans ton cas, non. Toujours avec Greg, question sur le millésime. Il faut savoir qu'en règle générale, les fabricants commencent à produire leur collection 2023 par exemple en août 2022.
Ils commencent par fournir en priorité les concessions pour exposer les véhicules, et puis ensuite livrer les clients. Ça se fait en général entre novembre et juillet 2023. Ça c'est la théorie, car comme on l'a vu, la situation est un poil décalée. Pour ton cas, le Fiat Ducato a probablement déjà été livré au fabricant, mais celui-ci a certainement des difficultés à finaliser la commande. À mon avis, ce serait donc bien un 2022. Et Greg nous demandait aussi si Camperev était une bonne marque ou pas. Alors selon moi, Camperev, très belle marque de fourgon aménagé, réputée, spécialisée, sans être forcément dans une catégorie de luxe. Pour moi, tu as choisi un bon fabricant. Après, en mieux, je ne vois pas vraiment. Par contre, en plus haut de gamme, oui, il y a la Strada qui propose des Fiat Ducato à plus de 100 000 euros. Donc, je ne crois pas que ce soit mieux, c'est juste plus luxueux, donc tu as une impression de classe à bord, mais c'est pas de meilleure qualité pour autant. Question suivante de Walter. Bonjour David, pensez-vous que la finition et la qualité des camping-cars soient en baisse? Il est de plus en plus rare de trouver des acquéreurs qui ne rencontrent pas de problème après la livraison de leur camping-car et les délais pour les SAV qui sont interminables. Alors, bonjour Walter, ton constat est parfaitement légitime. Je l'ai remarqué moi-même dans différents milieux industriels. La réponse serait la suivante. Une entreprise peut être très bonne, mais si elle connaît un succès très rapide, elle peut ne pas réussir à suivre la progression et montrer des faiblesses à différents niveaux, la production et le SAV. Le métier du camping-car a connu cette accélération très forte à cause ou grâce au Covid. Les entreprises ont dû augmenter leur production et recruter du personnel d'un coup, du personnel peu qualifié. Difficile donc de maintenir un niveau d'expérience et de maîtrise parfaite dans cette condition. Là aussi, ça fait des vagues. Maintenant, le marché va certainement ralentir doucement, ce qui permettra aux entreprises concernées de retrouver un rythme plus proche de leurs habitudes. Cela dit, les normes, les obligations environnementales, les contraintes évoluent, et c'est aussi cela qui force les fabricants à gagner en poids et donc parfois en qualité. Mais je suis d'accord, le constat qu'on peut faire à plus long terme, en dehors des événements récents, c'est que les camping-cars d'il y a 20 ans ne devaient pas répondre aux mêmes normes ni de poids, ni de place carte grise, les renforts pour les ceintures de sécurité, etc. Ce qui fait qu'on trouvait des camping-cars avec des éviers en émail vachement lourds mais hyper durables, des mobiliers plus épais, plus robustes, mais aujourd'hui c'est juste pas possible de les faire homologuer tels quels. Question maintenant de Laurent sur le permis B. Quand pourra-t-on conduire un plus de 3,5 tonnes avec ce permis B? Encore merci pour toutes les vidéos que vous faites. Effectivement, on fait 2 vidéos par semaine. Il faut donc s'abonner à la chaîne parce que c'est excellent et on est heureux. C'est nul ce que je dis. Alors, bonjour Laurent, on a fait une vidéo sur les camping-cars récemment. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. On devrait théoriquement bientôt le savoir en fin d'année a priori, donc patience. C'est sûr que dès que l'info sera officielle, je ferai certainement une petite note ou une petite vidéo improvisée pour l'évoquer parce que ce sera certainement intéressant d'aborder le sujet. Question maintenant de Gazoduc. Concernant la livraison des porteurs Ducato vers les aménageurs, quelles sont les dernières infos? Parle-nous des coulisses des transactions entre les aménageurs et Fiat. Oui. Alors bonjour Gazoduc. Alors je connais un peu mieux les relations entre les vendeurs et les fabricants de camping-cars. On peut sans trop se tromper imaginer que les fabricants commandent un certain nombre de porteurs châssis chez Fiat par exemple, selon leurs prévisions de production, et que Fiat va les fournir au cours de l'année. Après, c'est au fil du temps, des années, que les cahiers des charges évoluent, aussi bien chez l'aménageur que le fabricant du porteur. Les lois évoluent, et là-dedans, la concurrence, Fiat, Ford, Renault, etc., se bataillent pour capter des parts de marché, ce qui dessine notre environnement. Et puis aujourd'hui, il est très panaché, on ne va pas se mentir. Parce qu'il y a quelques années encore, on ne voyait quasiment que du Fiat et du Ford sur les camping-cars, mais aujourd'hui, avec les ruptures d'approvisionnement, etc., les fabricants vont élargir leur panel de fournisseurs, ils vont aller chercher du Citroën, on a vu du Peugeot même, chez Dreamer et chez Itineo, c'est le cas. Je pense que ça s'élargit sur du Renault également, dans les fourgons. Donc on voit qu'il y a vraiment une forte évolution localement. Difficile de connaître un petit peu, en tout cas pour répondre à ta question, je ne sais pas trop comment je peux être précis dans la réponse. Il y aurait à la fois énormément de choses à dire et puis à la fois pas tant que ça. Ça bouge énormément et je pense que le mieux, c'est plutôt les magazines spécialisés de camping-car qui auraient une meilleure actualité à évoquer. Question maintenant de David, tiens donc, un signe. Les parcs de camping-car, ça on a déjà répondu à cette question. Par contre, pourquoi il n'existe pas de maxi-fourgons aménagés? Ah, intéressant. Alors bonjour David, des maxi-fourgons aménagés, ça existe, mais effectivement peu parmi les fabricants traditionnels. Il suffit de regarder un tarif entre un Fiat Ducato de 6,36 m et un Iveco Daily de 7,30 m. Tout de suite l'écart de prix suffit, je crois, à en calmer quelques-uns. C'est pourquoi on va en retrouver certainement chez des aménageurs sur mesure, mais ce sera plus cher, c'est logique.
Alors maintenant, je vais aborder 2-3 questions qui m'ont été posées après l'écriture de cette vidéo, parce que encore maintenant, il y a des questions qui arrivent. Vous avez été plusieurs à me solliciter concernant la réserve d'eau propre, ou disons tout ce qui existe, les solutions qui existent pour rendre l'eau potable, plus pure, et aussi certainement les eaux usées dans un sens. Ça, c'est un sujet de vidéo qu'on va mettre sur la liste, parce que je pense qu'il y a de quoi traiter sur une vidéo complète. Et on termine avec une question de Jérôme qui se demande entre l'aluminium ou le polyester en carrosserie, lequel des deux isole le mieux. Donc si on se pose juste à la question comme ça, le polyester est moins conducteur de chaleur, donc on peut supposer qu'il va moins transmettre le froid ou le chaud dans le camping-car. Par contre, un des faits qu'on peut évoquer, c'est que les carrosseries en aluminium, on va les trouver sur les camping-cars plus haut de gamme en général. Et ça veut dire qu'un camping-car plus haut de gamme est mieux isolé, les épaisseurs de mousse sont plus fortes, il y a moins de ponts thermiques, il y a double plancher. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est pas forcément un critère de choix pour l'isolation purement. L'aluminium est mieux fini, plus léger, et donc c'est pour les camping-cars plus haut de gamme. Bon, voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des plus motivés qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo. Je ne peux que vous en remercier. C'est vous finalement qui faites vivre cette chaîne YouTube. Vous m'inspirez les sujets qu'on va traiter dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment où j'ai répondu à vos questions. On en fera d'autres, c'est certain. En attendant, abonnez-vous à la chaîne parce que on est là pour ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.